m'appelle Jordan Mincer. Je suis un Américain de New York, mais je vis en France depuis 20 ans. Et je suis critique de cinéma au Hollywood Reporter. Avant, j'étais à Variety, c'est des magazines professionnels de cinéma américain. Et je suis le correspondant à Paris de Hollywood Reporter, donc je m'occupe vraiment du cinéma français, mais aussi du cinéma dans des grands festivals, Cannes, Berlin, Toronto, Venise. Et voilà, j'ai aussi écrit 3 livres sur le cinéma, des livres d'interviews sur James Gray, Darius Khondji et plus récemment sur Dean Tavares. En fait, je l'ai rencontré dans un cadre qui avait vraiment rien à voir avec le cinéma. Mais j'ai pu le rencontrer par des contacts à Paris et c'était pas du tout, le sujet n'était pas le cinéma du tout. Donc, mais je l'ai vu, je l'ai un peu, il peut être aussi un peu timide, en tout cas, il garde un peu ses mots. Mais j'observais, et je raconte ça au début du livre, je l'observais et je dis, ah, quand même, il a l'air vraiment fascinant, il dessinait beaucoup. Et moi, je connaissais le nom de Dean Tavares comme une légende de cinéma du décor. Donc tout de suite, il m'intéressait. Et donc, quelques semaines après, je lui ai proposé de faire une interview pour ce film. Juste pour parler de sa carrière, parce que je trouvais qu'il a fait une très bonne carrière. Mais en fait, j'avais jamais lu d'interview avec lui, je l'avais jamais entendu vraiment parler parce qu'il ne parlait pas pendant ses premières rencontres. Et en fait, j'ai commencé à l'interviewer dans son atelier à Paris parce qu'il vit à Paris maintenant. Et au bout de 20 minutes, je me suis dit, ah, évidemment, il faut faire un livre sur Dean Tavares. Non seulement c'est un génie de décor, mais c'est quelqu'un qui a aussi tracé toute l'histoire du cinéma moderne, de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et il y a très peu de gens qui peuvent témoigner de toute cette histoire. Donc, assez rapidement, j'ai contacté David, mon éditeur, David Frankel, et puis Dean était d'accord. Et on a commencé à faire le livre quelques mois après cette rencontre, en fait. Ça, justement, en parlant avec Dean, j'ai compris parce que vraiment, quand je l'ai rencontré et je l'ai interviewé pour la première fois, je ne savais pas grand-chose. Je savais un peu sa filmo. Donc, OK, il a fait Le Parrain, il a fait Apocalypse Now, mais... Et après, en parlant avec lui, j'ai vraiment compris que c'est lui qui a vécu et qui était un peu au centre, parmi d'autres gens, de cette transition de l'âge de studio au nouveau Hollywood. Mais quand on dit ça, on parle beaucoup de nouveau Hollywood et on imagine que c'est juste une question de, et c'est vrai, en partie de réalisateurs, de Scorsese, Arthur Penn, Coppola, De Palma, ces jeunes, on appelle ça aussi the film school generation, parce que c'était le premier réalisateur qui avait fait des études de cinéma dans les années 60. Et donc, eux, ils ont apporté au cinéma hollywoodien tout ce qui était l'histoire du cinéma européen, c'est-à-dire la nouvelle vague, le cinéma italien. Et c'est ça qui a donné une influence différente, étrangère à Hollywood. Mais j'ai compris avec Dean que ce n'était pas que ça le nouveau Hollywood, c'était aussi une autre façon de faire de films. Et dans le cas de Dean, qui est chef décorateur, c'était de plus faire de décors à l'ancienne, c'est-à-dire sur des grands plateaux avec des pièces surconstruites, avec des décors, avec de hauts plafonds, comme on voit dans le cinéma classique hollywoodien, mais d'apporter quelque chose de plus réel, de plus authentique, de plus vécu dans le décor. Et donc, on voit ça dès Bonnie et Clyde, qui est le premier film où Dean est crédité comme chef décorateur, et où ils ont décidé de ne pas tourner en studio à Los Angeles, mais de tourner vraiment dans le Texas, dans des vrais locaux. Ils ont construit quelques petits décors, mais en globalement, ils ont tourné vraiment là-bas où les événements du film se sont passés des années avant. Et donc, c'était ça aussi, ce que Dean a apporté, c'était une autre vision de décor, pas ces grands décors hollywoodiens, qu'il a fait d'ailleurs plus tard dans sa carrière quand il fait Coup de cœur. Ça, c'est un peu un retour d'une certaine manière à l'ancien Hollywood, mais c'était quelque chose de beaucoup plus réel, je dirais. Et c'est ça qui, pour moi, ça a transformé avec, et c'était pas le seul, il y a aussi Richard Silbert, qui est l'autre grand chef déco de cette époque, qui avait fait Chinatown, un peu plus âgé que Dean. Et les deux ensemble, je trouve qu'ils ont transformé le look, d'une certaine manière, des films américains de cette époque. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on peut voir des films ou des séries aujourd'hui où on voit cette influence
dans le décor, absolument. Dans le cadre de livre sur Dean, malheureusement, il y a beaucoup de gens décédés parce que Dean a 90 ans, donc il a travaillé avec Antonioni, avec Arthur Penn, avec des réalisateurs qui sont plus au travail en fait, ou qui sont morts, et des acteurs aussi. Donc déjà, il y avait une présélection un peu comme ça, on peut dire. Et moi, vraiment, Coppola, c'était le plus essentiel parce que Dean a fait 12 films avec Coppola, parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma. Donc, s'il n'y avait pas Coppola, pour moi, il n'y avait pas de livre. Et c'était pas facile d'avoir Coppola, même si Dean et lui sont assez proches. Finalement, je l'ai eu. Donc, une fois que j'avais Coppola, je me suis dit, OK, c'est important. Après, les autres, l'idée, c'était de prendre le réalisateur, ou certains réalisateurs avec qui il a travaillé. Après, par exemple, il y avait question de Yab Friedkin, avec qui il a fait The Brinks Job. Je ne dis pas le titre français qui est très mauvais. Mais j'ai lu des interviews avec Friedkin où il déteste tellement ses films que je me suis dit ça va pas être intéressant, il va pas avoir de souvenirs intéressants, il va que dire que c'était le tournage ça s'est mal passé et tout ça. Donc j'ai décidé de ne pas avoir Friedkin même s'il est fascinant aussi. Mais donc des réalisateurs et après l'idée, comme pour le livre sur James Gray et Darius Khondji, c'est de prendre des techniciens avec qui Dean a travaillé, donc des chefs opérateurs. Donc j'ai pris Storaro parce qu'ils ont fait plusieurs films ensemble. Storaro mérite bien évidemment son propre livre. Et d'ailleurs, il a écrit son propre livre sur la lumière. Une costumière, parce que quand on fait un film, c'est vraiment le trois ensemble. C'est le chef op, chef décor et chef costumière qui travaillent ensemble comme ça. Et donc, j'ai parlé avec Mirena Cananero qui avait fait De Coppola avec Dean et qui continue à travailler d'ailleurs aujourd'hui. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir un mélange de réalisateurs et aussi de techniciens un peu comme lui. J'aurais bien aimé avoir par exemple son assistant qui avait fait, qui s'appelle Angelo Graham, qui avait fait beaucoup de films avec Dean, comme son premier assistant, son art director. Mais malheureusement, il est décédé il y a 10 ans, même plus. Donc c'est ça, en fait, Dean a vécu beaucoup plus longtemps que beaucoup de gens avec qui il a travaillé. Je pense qu'on a eu la chance d'abord que Dean, il a déménagé en France avec Aurore parce qu'il vivait entre la France et les États-Unis, avec sa femme Aurore Clément. Et ils ont décidé de vraiment s'installer qu'en France et de vendre la maison à Los Angeles il y a 3 ans. Et à ce moment-là, Dean avait toutes ses archives et ils ont fait un don de toutes les archives à l'Académie aux États-Unis. Donc, c'était super pour nous parce que tout était catalogué, tout était scanné par l'Académie et par Dean avant. Donc, j'avais vraiment tout très organisé. Je n'avais pas de boîte à regarder. Tout était déjà là. Donc, déjà, la sélection était là. Mais après, oui, il fallait choisir parmi beaucoup, beaucoup de documents. Et je pense que notre idée, c'est toujours, bon, visuellement, de trouver des choses jolies et intéressantes, mais aussi d'apporter des documents de travail. Et donc, effectivement, on voit un budget, on voit des notes de Dean, on voit une liste des accessoires, on voit pour chaque film. L'idée, c'est d'avoir un peu de visuel, donc des storyboards, des dessins, des images du film et un document ou deux de chaque film, d'avoir une vision un peu globale du projet. Et je pense que dans le livre, il y a environ 400 visuels. Et donc après, c'est beaucoup de travail avec David, l'éditeur, et avec la graphiste qui s'appelle Dune Lunel, et de travailler ensemble, en fait. Je dirais que le travail de mise en page prend aussi longtemps, voire plus longtemps que l'écriture. Parce que déjà, on a cette histoire de traduction, le livre est bilingue, donc il faut déjà que le texte tienne dans les deux langues pendant tout le livre, donc il y a le français et l'anglais. Et puis après, il y a quel visuel pour quelle page, et donc ça prend aussi très longtemps, quoi. C'est une très bonne question parce que, comme Wes Anderson raconte dans la préface, il a essayé de travailler avec Dean et ça a duré 2 minutes. Il était en retard et Dean s'est barré en fait.
Je pense que finalement, ce qui est intéressant dans le travail d'In, c'est que c'est des grands décors, mais qui ne se voient pas trop non plus. C'est-à-dire qui s'installent dans l'histoire d'une manière très naturelle et réaliste. Je reviens à ce mot réaliste. Alors que ce n'est pas du tout le cas de films de Wes Anderson où le décor est très en face de spectateurs. Ça fait vraiment presque aussi important que les acteurs et tout le reste. Donc, je ne sais pas comment le style de Dean, qui est parfois plus subtil, euh, avec de couleurs moins prononcées, moins évidentes, je veux dire moins évidentes, moins saturées, et comment ça pourrait marcher avec l'esthétique de Wes Anderson qui est plus exagérée, et c'est un style. Donc, et après, bon, ça c'est une chose, et autre chose, on ne sait jamais comment les personnalités vont travailler ensemble ou pas. Moi, je ne connais pas vraiment Wes Anderson. Je connais Dean qui a une très forte personnalité et je pense que ça convenait bien à Coppola et ça a fait un très très beau partenariat pendant très longtemps. Donc on ne sait jamais en fait. Dean, c'est marrant parce que beaucoup de décorateurs, comme les chefs opérateurs, ils changent souvent de réal, ils changent de... Mais Dean est resté très très fidèle à Coppola pendant 30 ans en fait. Oui, parce que c'est hyper intéressant. Et on aborde ça dans le livre, on parle de numérique, des effets visuels et tout ça. Mais c'est vrai que dans beaucoup des histoires de Dean dans le livre, des anecdotes sont en fait des histoires de contraintes qu'il peut avoir un décorateur de construire un temple dans le jungle, comme dans Apocalypse Now, où effectivement Antonioni qui voulait que les collines soient peintes en rouge et ça ne marchait pas. Et donc, quand on a une technologie où tout est possible, ça change la donne complètement. Pour Dean, il dit, je ne le cite pas exactement, mais il dit plus ou moins, il faut utiliser toutes les technologies disponibles, mais il ne faut pas abuser de cette technologie. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il donne l'exemple de Christopher Nolan de Inception, qui est un film qui se passe dans le monde de rêve, mais il dit qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de loi de ce qui peut se passer ou pas se passer, des lois de physique et tout ça, c'est difficile de croire en fait à ce qu'on voit à l'écran. Donc pour lui, et moi je trouve aussi que par exemple la richesse d'Apocalypse Now, quand on voit, ils ont projeté à la Cinémathèque avec Dean, j'ai pu le revoir sur grand écran, c'est aussi la richesse de fait que quand en tant que spectateur on voit ce qui se passe sur l'écran, on sait que ça a été vraiment filmé. Et ça donne une croyance qu'on ne peut pas du tout avoir en voyant un film Marvel où tout est fait sur fond vert avec des effets visuels. Et je trouve que j'ai une petite théorie que si les spectateurs, les gens abandonnent un peu le cinéma aussi, pas forcément les jeunes, mais les adultes un peu, c'est aussi parce que c'est difficile de croire dans des films où on sait que tout a été falsifié d'une certaine manière. Donc je trouve que Dean, il pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les gens vont trop loin dans les effets visuels, qu'il faut trouver une espèce d'équilibre entre le réel. Et il parle, son dernier film, c'est Carnage de Polanski, et il parle du fait que, voilà, ils ont vu que ça a été tourné complètement à Paris, en banlieue parisienne, dans un studio, même si ça se passe complètement à New York. Et donc, il a raconté comment ils ont fait pour mettre, ils ont eu de fonds verts derrière la fenêtre pour mettre Brooklyn en arrière-plan. Et moi, quand j'ai vu le film, au début, je pensais que ça a été vraiment tourné là-bas. C'est très, très bien fait, c'est très authentique. Et c'est juste un petit peu. Le reste, tout est construit. Donc, s'il y a cette combinaison de réel et un peu de pas réel, ça peut marcher. Mais une fois je pense qu'on tombe dans un pas réel complet, ça marche. En tout cas, je pense que Dean, ça l'intéresse beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on travaille dans ces contextes, la différence, c'est que le budget, c'est difficile aujourd'hui. On ne peut plus construire un temple comme ça. Comme dans Apocalypse Now, le producteur va dire, on va construire jusqu'à ça, et le reste, ça va être VFX. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a Katia Wiskop, la décoratrice française, qui a fait Benedetta de Paul Verhoeven, et elle dit, non, nous, en fait, la ville de moyenâgeuse de Benedetta, on a construit jusque-là, et le reste est VFX. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, et je pense que tous les décorateurs rêvent de faire ce que Dean a pu faire dans Apocalypse Now, Le Parrain 2, mais je pense que cette époque est plus ou moins révolue.
Moi, j'ai toujours pensé que le décorateur, son travail, c'était de faire en sorte que tout ce qu'on voit à l'écran soit réel, et visible, et beau et tout ça. Je n'avais pas compris que c'est aussi ce qui se passe en dehors de l'écran, derrière la caméra. Tous ces genres de choses, pour moi, ce n'était pas le travail de chef décorateur. Et Dean m'a expliqué que non, tout à fait, c'est ça aussi, qu'il faut que ce qu'on fait, ça peut avoir un impact sur les acteurs, sur le réalisateur, sur le reste de l'équipe. Et donc, quand j'ai compris tout ça, ça a donné une autre vision du métier. Et je dirais que c'est plus un métier, on dirait presque plus conceptuel. Et c'est intéressant parce qu'il y a production designer, art director. On explique dans le livre que c'est deux termes différents, qu'avant on disait art director, et aujourd'hui aux États-Unis on dit production designer. Mais je dirais que le meilleur terme c'est presque français, on dit direction artistique. Parce que direction artistique, pour moi, ça donne une vision plus globale. C'est que quelle est la direction artistique que le film va prendre? Et c'est sûr que Dean, il a eu ses rôles avec Coppola et d'autres réalisateurs. Mais ces rôles, ce n'est pas juste encore ce qu'on voit exactement sur l'écran, mais c'est un impact global sur la production. Un exemple pour moi, donc vous avez parlé de quelques exemples, moi un autre très intéressant, c'est avec Friedkin sur The Brink's Job, où ils avaient un décor d'une épicerie italienne dans Boston dans les années 40-50, et que donc Dean a fini le décor, qui faisait un petit supermarché avec des produits, des pâtes et tout ça. Et avant qu'il vienne tourner la scène, il a demandé à son équipe déco de mettre par terre des branches d'origan et de l'ail. Et c'était pour donner l'odeur d'une vraie épicerie. Parce qu'il dit, en fait, le problème avec un décor, c'est l'odeur plutôt de la peinture et de tous les produits chimiques qu'on utilise quand on peint en décor, quand on finit en décor. Mais ce n'est pas le vrai odeur. Donc, ça peut aller jusqu'à l'odeur. Et c'est ça, en fait. C'est ça une vraie vision. Donc oui, pour moi, ça m'a bouleversé d'une certaine manière parce que je n'avais pas compris avant que le job, le rôle de chef déco pourrait aussi être ça. Donc c'est le troisième livre dans la collection et pour moi, à chaque fois, c'est pareil. Moi, je m'adresse à moi à l'âge de 17-18 ans, c'est-à-dire jeune cinéphile qui aussi était, moi j'étais grand lecteur de livres de cinéma et donc il y avait quelques livres qui m'ont vraiment marqué, en commençant par Truffaut Hitchcock, mais en fait c'était beaucoup de livres d'interviews de réalisateurs et un livre avec Douglas Sirk qui était très important pour moi, un livre interview avec David Lynch. Et en fait, c'était parce que je trouvais que souvent les réalisateurs avaient de façon très pratique de parler de leur travail, pourquoi ils ont pris certaines décisions, pourquoi ils ont fait ça et pas ça. Et donc, moi, à chaque fois, c'est le lecteur. C'est quelqu'un jeune qui veut être inspiré, peut-être pour faire ce métier plus tard, ou qui aime juste le cinéma et qui veut découvrir le cinéma à travers ces personnages, ces sujets du livre. Après, vu que j'ai fait 2 livres sur des techniciens, et aussi, je m'adresse aussi aux techniciens. Ça, c'est plus compliqué parce que il faut mettre, surtout le livre sur Darius Khondji, où la photo, la lumière est beaucoup plus technique d'une certaine manière que le décor. Parce que le décor, on peut parler technique, mais à ce moment-là, on va parler de l'architecture et des choses très, très techniques, et ce n'est pas du tout intéressant pour un livre. Donc, il faut trouver l'équilibre entre le côté technique, quand même, pour que les techniciens ne soient pas déçus quand ils achètent le livre, et voilà. Et puis, de l'autre côté, il faut que ça reste, comme on dit en anglais, entertaining pour le jeune étudiant de 17-18 ans qui veut juste découvrir le cinéma comme ça. Donc, c'est trouver l'équilibre entre les deux choses. C'est que, au moins pour les 2 derniers livres, c'était le défi. En fait, le sujet, souvent, c'est quelque chose qui arrive plutôt par hasard. Par exemple, Dean, je l'ai rencontré. Darius Khondji, j'avais rencontré sur le tournage de James Gray. Et du coup, j'avais parlé avec lui. En fait, c'est un peu de rencontres comme ça qui se font.
Donc, pour répondre à votre question, non, en fait, il n'y a pas, j'ai pas trouvé un sujet encore. Il y a juste une idée, c'est de, à un moment donné de mettre à jour ou peut-être faire un deuxième livre avec James Gray. Parce que quand même, on a fait le livre en 2011, il a fait 4 films depuis, et il va faire d'autres films, j'espère. Et donc, j'aimerais bien que le livre soit complet. Et James et moi, pendant Covid, où tout le monde était chez eux, on a fait des conversations, on a commencé sur Skype. Donc j'ai déjà un peu commencé sur le dernier film avec lui, donc j'ai une partie du texte. Mais après, voilà, il faut voir quand est-ce qu'on fera ça vraiment. Mais pour les autres, oui, j'ai des idées, mais toujours, le sujet, c'est, voilà, il faut trouver un sujet qui soit nouveau, jamais fait avant. Et après, quelqu'un qui peut vraiment bien parler de ce qu'ils font. Et c'est pas évident. Il y a des grands techniciens qui parlent pas forcément très facilement de ce qu'ils font. On parlait tout à l'heure, avant qu'on commence, de John Ford. John Ford est très grand, pour moi, le grand réalisateur de l'histoire du cinéma. Il détestait les interviews, il disait rien dans les interviews. Il était assez méprisant quand il était en interview. Donc, ça ne peut pas donner un bon livre d'interview. Donc, en fait, ce n'est pas toujours le meilleur, en fait. C'est plutôt celui qui peut, ou celle qui peut le mieux parler de ce qu'ils font, quoi. Voilà.